Je vais me tourner du coup du côté de Jessie qui a terminé son tableau. Jessie qui était accompagnée ce matin de son frère Kevin. Jessie, Kevin, est-ce que vous voulez me rejoindre, dire un petit mot sur le tableau, nous le présenter? Donc un tableau dont Jessie s'est inspiré de cette manifestation. Il s'est inspiré de l'événement pour cette toile. Alors c'est au crayon de papier, vous verrez peut-être pas tous très bien, notamment en haut, mais on la mettra à la sortie pour que vous puissiez bien voir. Kevin, est-ce que... Kevin, Jessie? Bon. Bonjour. Par où commencer? Mon grand frère Jesky est dessinateur et je vais m'exprimer en son nom parce qu'il a beaucoup de mal à s'exprimer devant les gens, tout simplement parce que il est autiste. Et le fait d'en parler, bien entendu, ça le stresse. Hein. Comme tous les autistes, ils veulent pas qu'on sache qu'il est autiste. Mais bon. Et du coup, le simple fait de lui dire de faire un tableau sur les thèmes qu'on vient d'exposer, ça l'a bloqué tout de suite. Parce que c'est pas quelque chose, on l'a sorti de sa zone de confort. Et donc pendant tout le long où il a dessiné, il stressait. Donc à chaque fois, il a fallu que je le recentre sur le tableau d'une manière ou d'une autre. Au bout d'un moment, vous avez vu, il est même parti de la salle parce qu'il voulait arrêter le tableau, tout simplement, ça ne lui convenait pas. J'ai réussi à négocier pour le faire revenir. Et donc, Jessie, tu peux présenter le tableau. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais du coup, de temps en temps, étant donné qu'il bloquait, il faisait juste les patrons des personnages. Je suis repassé derrière lui pour pouvoir les terminer et le réentraîner sur les bonnes pistes. Donc, je lui ai donné toutes les instructions pour qu'il fasse un tableau en thème, à commencer par une personne qui elle-même est autiste, donc la femme tout à l'heure qui a fait le début de la conférence, Julie, et de là faire des bulles dans lesquelles Julie a exposé toutes ses idées, sa thèse, sur par exemple le fait que les autismes ont un centre d'intérêt en général très précis, donc ils sont très plongés dans la lecture ou toute info qui concerne ce centre d'intérêt. On en a mis deux, et le fait aussi que les autistes en général vont préférer faire ce que eux aiment plutôt que suivre les règles qui sont imposées. Et on n'a pas pu mettre autre chose sur la table étant donné qu'ils ne voulaient pas continuer. Mais bon. Voilà, mais du coup nous avons mis aussi par rapport à la fille que Julie a parlé précédemment concernant comment dire, les dieux et leur mythologie ainsi que leur progéniture. Il se trouve que Jessie est aussi un très très grand passionné de la mythologie, de toute mythologie d'ailleurs, qu'elle soit grecque, égyptienne, nordique, etc. Du coup j'en ai profité. Lui-même a fait sur sa tablette un arbre généalogique de tous les dieux ainsi que leurs enfants, et je crois qu'il y a plus de 300 branches en fait. Ah, ça fait beaucoup, hein. Et il n'a pas fini parce que je ne sais pas d'où il trouve toutes ces idées. Je ne sais pas où les gens qui créent les dieux au final trouvent toutes ces idées. Mais à chaque fois qu'on découvre un nouveau dieu, il y en a 12 derrière. Donc voilà, l'arbre va continuer à grandir. Et du coup, cette bulle représente le fait qu'un autiste peut effectivement parler pendant des heures. En général, quand Jessie commence à parler de ses toiles, prévoyez la journée, peut-être même la nuit. Et c'est dur de les faire changer de conversation. En général, ils ne sont pas très à l'aise dès qu'on commence à essayer de parler d'autre chose que leur centre d'intérêt. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis normalement, ma mère était censée venir pour raconter son parcours que je ne connais pas forcément. Par où commencer? Je vais essayer c'est vrai. Mais je vais faire très simple en disant que en maternelle, il était ingérable en fait. C'était un
Il ne parlait pas du tout jusqu'à l'âge de ses 5 ou 6 ans, je crois. Il hurlait pour communiquer, il ne faisait que ça. Et du coup, on a trouvé une autre méthode pour pouvoir communiquer avec lui, le dessin. Donc il s'exprimait en dessinant tout et n'importe quoi. Je crois que j'ai un super exemple qui est une histoire vraie. À un moment, il doit plus s'en rappeler maintenant. À un moment, il était renfermé sur lui-même dans la classe et il a dessiné un dessin où je crois que c'était une personne qui était enfermée quelque part. D'un côté, de l'autre côté, il y avait de l'autre côté, donc, il y avait des gens avec, je crois, des ciseaux au bout des mains et un homme qui courait vers la porte qui était fermée avec une clé. Et il a montré ce dessin et c'était pour lui un blocage, un traumatisme en fait. Et à travers ce dessin, on a tout simplement compris qu'il y avait une amie à lui, je crois, qui était enfermée quelque part. Les gens avec les ciseaux, c'était des enfants qui se moquaient d'elle, je ne sais pas trop pourquoi. Et la personne avec la clé, c'était un des surveillants qui est venu lui ouvrir, tout simplement. Mais ça, on n'aurait jamais pu le comprendre parce qu'à l'époque, il hurlait. Voilà. Par où continuer? Étant donné qu'il était ingérable, ce qui nous a été préconisé de faire, c'était de l'envoyer en hôpital de jour, parce que les écoles ne voulaient pas s'en occuper. Ce qui n'a pas été fait, ma mère a pris une toute autre direction. Je crois que j'étais né d'ailleurs à ce moment-là, je devais avoir 1 an. Elle nous a pris un voyage. C'était où? Aux États-Unis pour faire une séance de delphinothérapie. C'est tout simplement nager avec les dauphins. Et alors ça a duré 2 semaines, il n'y avait que lui qui a participé. Je suis quasiment sûr qu'à cette époque-là, je ne savais pas nager. Il devait avoir 8 ans, et comme d'habitude, pour s'exprimer, il hurlait. Et le problème, c'est que là, il allait travailler avec des dauphins, et il hurlait toujours. Du coup, la dame qui s'occupait du projet parlait en anglais, et Jessie ne parlait pas un mot d'anglais. Elle est venue le voir, elle l'a pris, et elle lui a dit en anglais, ma mère est bilingue du coup, elle a traduit, elle lui a dit en anglais, écoute, si tu ne te calmes pas, tu n'iras pas nager avec le dauphin. Tout ça en anglais. Dans la seconde qui a suivi, il s'est calmé. Vous allez savoir comment. Il a pu nager avec les dauphins. 2 semaines après cette thérapie, il s'est mis à parler. Voilà. Et je ne sais pas trop comment continuer, je ne connais pas trop la suite. Malheureusement, je crois que il a commencé à parler, mais il ne parlait pas comme vous et moi. Du coup, même problème, les écoles ne voulaient toujours pas le gérer. Donc le parcours scolaire a été très compliqué. Et malgré tout, avec tout ça, il a eu son bac. Il a intégré une université de dessin renommée, Émile Cole, qu'il n'a pas terminé parce que, étant donné qu'il était autiste, Émile Cole l'a mis à la porte. Aujourd'hui, il est connu à travers la Savoie en tant qu'artiste peintre. Voilà. Merci à tous les deux. Je vais maintenant appeler Vianney. Vianney, je ne vous présente pas parce qu'à la lecture de votre texte, on va vous découvrir. Je me présente, Vianney Sergent, développeur web. Mon autisme a été détecté à l'âge de 23 ans, bien évidemment, c'est ainsi que je suis né. C'est à la suite de recherches génétiques que le diagnostic a été posé. Dans l'enfance, j'étais un enfant dit bizarre, qui ne rentrait dans aucune case. J'ai suivi une scolarité dans un environnement scolaire normal, maternelle, élémentaire, collège et lycée, jusqu'en première ES. Je n'ai pas eu mon bac et je ne me souviens même plus de l'avoir passé, les épreuves, tellement le stress était énorme. Ensuite, j'ai passé un bac pro gestion d'administration en contrôle continu, puis j'ai repris des études pour faire une formation de développeur web, toujours en continu.
À chaque rentrée scolaire et en aval de la rentrée, mes parents ont rencontré tous les professeurs afin de mettre au point un enseignement qui pouvait me convenir à peu près. Exercice, contrôle, tiers-temps, AVS et la façon de faire avec moi afin de gérer le moins de stress possible et de réussir. Néanmoins, cela ne suffisait pas. Je n'arrivais pas à gérer le stress qui devenait envahissant, à en oublier les choses fondamentales comme jusqu'à mon nom. Durant ma scolarité, surtout au collège et au lycée, j'ai subi du harcèlement moral. Entre parenthèses, tu es un goyot, un débile. Et des mots qui font bien plaisir à entendre. Ironie. J'ai eu un copain en primaire jusqu'au jour où les autres lui ont dit « Si tu es copain avec Vianney, tu ne seras pas copain avec nous. » Et ensuite, plus aucune relation avec les autres. J'étais sans cesse rejeté. Ma différence faisait peur et j'ai tout le temps jugé à moquerie. Dès la primaire, je me suis senti décalé par rapport aux autres. Dans mon comportement, stéréotypie, bégaiement, réaction inappropriée, mais jamais de violence, j'ai toujours été non-violent. En première, j'ai essayé d'intégrer une structure médicale afin de souffler un peu, d'être moins agressé verbalement. À ce moment-là, je pensais que je devais apprendre à changer. Et car je savais que les autres ne changeraient pas. Que si je voulais m'intégrer dans la société, c'est à moi de faire des efforts. Je pense encore cela aujourd'hui, car tout le monde dit qu'il y a de la place pour tout le monde dans la société, mais quand on est différent, les discours bienveillants ne sont pas suivis d'actes et l'on se retrouve bien seul. C'est particulièrement vrai dans le milieu professionnel où les gens veulent bien de mes compétences, mais pas les aléas de mon handicap. Une caractéristique de l'autisme, c'est d'être droit, de respecter les règles et de dire ce que l'on pense sans filtre. Dans le milieu professionnel, dire ce que l'on pense n'est pas bien vu. J'ai fait des stages qui se sont bien passés, quelquefois des soi-disant promesses d'embauche, mais ma différence fait peur et personne ne me fait confiance. Les gens me jugent à mon apparence, mais pas à ce que je suis. Au travail, il faut être dans une certaine norme qui n'est pas la mienne. Et cela me demande un effort considérable et épuisant. Il faut sans cesse, avant de parler, que je me dise, est-ce que je peux dire ceci ou cela sans vexer les neurotypiques qui sont en face de moi? Rien n'est inné dans les relations sociales. Grâce à ma famille et surtout à mes parents, je peux maintenant être autonome. J'habite seul, je gère mes finances, mes sorties, ma vie. Il a fallu beaucoup de courage et d'abnégation pour me porter où je suis maintenant. L'environnement familial est très important. Financièrement, l'allocation adulte handicapé, je la laisserai volontiers contre un travail qui m'apportera bien évidemment une aisance financière, mais surtout une reconnaissance et un sentiment d'être utile. Il me revient d'intervenir après Vianney et son témoignage qui était tout à fait émouvant, et je le remercie, et je remercie d'ailleurs toutes les autres personnes autistes qui ont bien voulu témoigner aujourd'hui, parce que c'est difficile de parler de soi, il faut beaucoup de courage, on sait que ça coûte. Au fond, parler de soi et parler de soi devant des personnes non autistes, j'ai envie de dire que ça va être utile parce que ça fait son chemin, et je pense qu'on va tous ressortir d'ici un peu différents parce qu'on aura appris beaucoup de choses. Et le fait que ces personnes aient accepté de parler d'elles, ça va nous permettre aussi de réfléchir un petit peu différemment à toutes les choses administratives dont on a aussi beaucoup parlé ce matin dans les tables rondes, et comment est-ce qu'on peut concrètement accompagner ces personnes. Moi, ce que j'ai entendu ce matin, c'est que la diversité est une richesse. Alors, on le dit beaucoup, c'est peut-être un peu tarte à la crème, mais il va falloir encore beaucoup d'évolution pour que cette diversité prenne forme. Ce qui est aussi beaucoup ressorti ce matin, c'est qu'on avait besoin de faire évoluer les collectifs de travail,
de faire évoluer les managers. Et donc finalement, on a entendu ce matin des personnes avec des singularités de santé, comme cela a été dit aussi, mais des personnes avec des singularités de compétences. Donc c'est sans doute ça la richesse. Et en tout cas, ce que j'ai entendu, c'est qu'il nous appartient à chacun de lutter contre nos biais cognitifs, sans quoi on n'arrivera jamais à dépasser nos préjugés et à inclure les personnes et un monde plus inclusif finalement. C'est tout le monde qui y gagne. Je pense qu'on ressortira d'ici pas du tout avec une vision angélique des choses, parce qu'on l'a bien entendu, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, ce matin, on parlait milieu de travail, mais évidemment, les actions qu'on pourrait conduire dépassent le milieu de travail. Ce n'était pas l'objet de ce matin, mais c'est vrai qu'on pourrait beaucoup en parler. Donc, ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'on a 40 ans de retard dans le domaine, donc sans doute beaucoup de chantiers à venir. Et vous remercier enfin pour à la fois les organisateurs et aussi pour la qualité des échanges et les interactions avec la salle. Et vous inviter à rejoindre l'Atrium pour le déjeuner cocktail qui est offert. Et surtout, ne pas manquer la petite exposition qui a été organisée. À la fois, vous pourrez voir le tableau de Jessie et un peu plus largement son œuvre. Donc, je vous invite vraiment à nous rejoindre à l'Atrium pour ce petit cocktail déjeunatoire et poursuivre nos échanges. Je vous remercie.